hein, Laurent, quand tu veux qu'on démarre. Pour moi, il est 14 heures, on peut y aller. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire destiné à étudier la question comment associer de nouvelles personnes à son capital. Donc, c'est le premier webinaire pour le blog du dirigeant et on a choisi de le faire avec Blockpulse, une jeune start-up qu'on connaît depuis quelques temps, puisque ça fait une petite année qu'on se connaît, même une grande année qu'on se connaît, Thibaut. Donc Thibaut est Ouais. ancien avocat corporate. Il a créé et fondé Blockpulse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait une levée de fonds en BSAR en 2020. Il y a aussi Aurélie qui va intervenir, qui travaille chez Blockpulse en tant que responsable des ventes. Elle a travaillé chez Angel Square, a accompagné des entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine, puis dans leurs investissements en start-up. Bonjour. Super. Je vous propose moi je vous passe la main, je vous laisse intervenir et puis je poserai certainement quelques questions pendant votre présentation. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup déjà Laurent pour l'invitation. On est très content d'ouvrir le bal des webinaires pour le blog des dirigeants avec toi. Juste, c'est vrai, pour rappeler un petit peu, donc nous, on est contributeurs au blog des dirigeants. On écrit des articles sur les thématiques liées à l'actionnariat depuis un petit moment maintenant. Et on a eu envie en fait d'adresser un peu la communauté du blog des dirigeants sur ces problématiques-là que nous, on rencontre au quotidien et sur lesquelles on a un certain nombre de choses à pouvoir apporter pour toutes les personnes qui souhaitent justement, en l'occurrence, associer de nouvelles personnes à leur capital. Alors, juste pour me représenter en quelques mots, donc moi je suis ancien avocat en droit des sociétés. J'ai créé Blockpulse il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant, avec la volonté justement de digitaliser un petit peu le métier du droit et le recours à l'actionnariat pour les entreprises. Et je suis accompagné d'Aurélie que je vais laisser se présenter et présenter également l'activité de Blockpulse un peu plus en détail. Alors voilà, moi je m'appelle Aurélie, j'ai 35 ans. Avant de rejoindre Blockpulse, j'ai été pendant 10 ans banquier où j'ai accompagné des entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine personnel avant de passer de l'autre côté de la barrière chez Angel Square où j'ai accompagné des investisseurs dans leurs investissements en start-up. Et aujourd'hui, je m'occupe de toute la partie commerciale chez Blockpulse. Alors Blockpulse, qu'est-ce qu'on fait? On est une legal tech en fait. On propose une solution qui permet de digitaliser les opérations sur le capital. Alors, par opération sur le capital, je vais entendre des cessions de parts, des opérations de levée de fonds, des opérations d'association d'équipes grâce à des BSPCE. Et ça, c'est un volet de notre activité. Mais on permet également d'automatiser la gestion actionnariale. C'est-à-dire qu'une fois que l'opération a été mise en place, on permet d'automatiser la gestion de la table de capitalisation et la tenue du registre de mouvement de titres. Et ça, c'est une technologie blockchain qui nous permet de faire ça pour permettre en fait aux entrepreneurs qui utilisent la solution de gagner du temps et de l'argent pour pouvoir se concentrer sur leur sujet business et d'automatiser tout le reste en ce qui concerne la gestion de leur table de capi et de leur actionnariat. Alors, s'agissant de la présentation d'aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous parler de comment associer en fait de nouvelles personnes à son capital. Il existe différents mécanismes qui permettent d'associer de nouvelles personnes à son capital. Il existe tout d'abord un premier mécanisme qui est la cession de parts. Il existe d'autres mécanismes qui consistent à faire entrer de nouvelles personnes à son capital de manière différée grâce à des BSA, bons de souscription en actions, ou à des BSPCE, bons de souscripteurs de parts de créateurs d'entreprises. Les BSA, c'est plutôt pour des prestats ou des advisors que vous voudriez associer à votre capital. Les BSPCE, c'est réservé exclusivement aux salariés. Et enfin, il existe un autre type d'opérations qui sont les opérations de financement qui permettent également de faire rentrer une nouvelle personne à votre capital. Et là, il en existe 2, l'augmentation de capital et le BSAR. Mais on va revenir en détail sur chacun de ces instruments financiers. Oui, alors, on va démarrer avec les sessions de titres. Juste avant de démarrer, c'est vrai que c'est des sujets qui sont assez denses. Il y a énormément de choses à dire sur chacun d'entre eux. L'idée du panorama du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de dresser un panorama, de vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes comment fonctionne et quels sont les enjeux liés à ces titres-là. Et justement, on en discutait avec Laurent, ce sera l'occasion de faire d'autres webinaires plus précis sur chacun des instruments en particulier. On vous fera également
circuler un formulaire post-webinar pour essayer aussi de mieux comprendre vos enjeux en tant qu'entrepreneur. Alors, on va démarrer sur la cession de titres. La cession de titres, comme son nom l'indique, c'est une opération qui consiste à transférer, à transmettre des titres d'un actionnaire à un autre. En soi, la cession de titres, c'est une opération qui est un peu particulière puisqu'elle ne modifie pas le capital social de votre entreprise. Elle va uniquement modifier la répartition du capital social. La cession de titres, aujourd'hui, elle est principalement vue d'un point de vue d'un fondateur pour associer une personne clé à son capital. Donc, on va parler de cofondateur, une personne qui est là dès le départ et qui a un rôle véritablement prépondérant dans l'activité de l'entreprise. Pourquoi c'est important de le souligner? Parce que la qualité de cessionnaire, donc la personne qui reçoit les titres, après la cession, devient de facto actionnaire à part entière de la société. Et le fait d'être actionnaire va entraîner un certain nombre de droits et d'obligations envers la société. En ce qui concerne typiquement les droits politiques, on va parler de droits de vote, et les droits financiers, on va parler de droits aux dividendes. C'est important de l'avoir en tête puisque c'est un véritable impact sur la gouvernance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cédez des titres à une nouvelle personne, cette personne va être en mesure de prendre des décisions avec vous lors des assemblées générales. Donc, il y a d'autres mécanismes qui permettront justement d'associer des personnes sans pour autant leur accorder un droit de vote lors des assemblées générales, ce qu'on verra après. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est bien évidemment que la cession de titres, pour le coup, donne la qualité d'actionnaire à la personne qui récupère les titres. Autre point qui est important de souligner, c'est que dans les sociétés par action, les cessions, en principe, sont libres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'encadrement obligatoire d'un point de vue légal, mais en revanche, il y a de fortes recommandations à pouvoir encadrer à la fois statutairement, donc dans vos statuts de votre entreprise, de pouvoir mettre en place des garde-fous pour le contrôle et la préservation de votre capital, mais on a également des possibilités d'encadrer contractuellement par des contrats privés ce type de cession. Deux points d'attention sur les clauses statutaires qu'on retrouve très fréquemment concernant les cessions de titres. Les droits d'agrément, les droits de préemption sont des clauses qui sont justement là pour préserver le capital et notamment le cas où vous auriez un actionnaire qui souhaiterait céder ses titres à un tiers. Le droit d'agrément et le droit de pouvoir dire non en qualité d'actionnaire. Non, ce tiers ne peut pas devenir actionnaire. Le droit de préemption est de pouvoir venir au préalable en disant si tu veux céder tes parts, moi je te les rachète, j'ai un droit de priorité de te les racheter avant que tu puisses les céder à un tiers. À partir du moment où ces droits sont dans les statuts de l'entreprise, il faut absolument respecter ces droits et le formalisme qui en découle, puisqu'il y a peine de nullité. Si vous ne respectez pas les droits de vos actionnaires, l'opération peut être annulée. Sur un autre volet, ce qui est important également d'avoir en tête, ce sont les points d'attention réglementaires, formalisme, plutôt administratif, on va dire. Mais en tant que chef d'entreprise, vous avez un certain nombre d'obligations en ce qui concerne la tenue de vos registres. Donc, la tenue de registre, c'est quoi? C'est d'une part la tenue de registre d'actionnaires, c'est-à-dire de pouvoir tenir à jour en temps réel tout le temps qui détient des titres de mon entreprise, combien de titres sont détenus par quelle personne. Et puis, de l'autre côté du miroir, on va avoir le registre de mouvement de titres qui est justement de pouvoir retracer l'historique de l'évolution du capital au fur et à mesure de l'avancement de la société. Donc, typiquement, dès que vous faites une cession de titres, vous devez mettre à jour vos registres d'actionnaires et vous devez mettre à jour vos registres de mouvement de titres. Et donc, il y a un certain formalisme en termes de papier à remplir, notamment les registres de mouvement, les ordres de mouvement et également, en cas de plus-value, l'enregistrement aux impôts en ce qui concerne les CERFA. Donc, ce sont des pratiques qui sont aujourd'hui encore beaucoup réalisées de façon papier. Nous, justement, on a créé BlockPulse pour pouvoir… Oui, j'allais dire, si je peux t'interrompre un instant, oui, est-ce que tu peux nous expliquer justement le gain qu'on peut avoir à utiliser la digitalisation et le net? Est-ce que ça peut apporter aux dirigeants d'entreprise tout ça? Ouais. Donc, très clairement, en fait, aujourd'hui, en ce qui concerne les ordres de mouvement, les registres de titres, ce sont des choses que vous allez acheter chez le libraire, qui sont des registres papier. Donc, dès que vous réalisez une opération, il faut enregistrer ces mouvements dans votre registre. Il faut aller au greffe. Donc, il faut vous déplacer au greffe pour le faire paraffer
est coté. Donc, ce n'est pas anodin parce que ça prend du temps. Il y a également, en ce qui concerne les registres d'actionnaires, ce qu'on appelle les tables de capitalisation. Donc, au début, quand on va prendre un exemple très concret, quand vous créez votre entreprise, vous avez 2 actionnaires à 50-50, le registre d'actionnaires, il est plutôt simple à gérer. Si demain, vous émettez des bons de souscription d'actions, des BSA, des BSPCE, vous faites une levée de fonds et que vous commencez à multiplier le nombre d'actionnaires à gérer, c'est vrai que ça peut devenir compliqué d'y voir clair, surtout qu'on va avoir aussi des méthodes de calcul sur qui a le droit à combien d'actions à terme. Donc, c'est toute cette tenue de registre, en fait, et ce suivi de votre actionnariat qui, géré aujourd'hui de façon Excel et de façon papier, entraîne un certain nombre de complexités. Et quand vous ne souhaitez pas vous occuper de ces complexités, ça coûte assez cher en frais d'avocat pour des tâches qui peuvent être absolument automatisées et digitalisées. Donc, nous, notre créneau, c'est vraiment là-dessus où on intervient chez Blockpulse, qui est une des briques de notre produit, qui est vraiment de vous aider à automatiser votre gestion actionnariale pour vraiment ne plus à vous soucier de savoir est-ce que vous êtes en conformité avec vos obligations. Tu peux nous donner un ordre d'idée de ce que ça peut coûter à peu près? Alors aujourd'hui, on a différents types d'abonnements. On a un abonnement pour les très jeunes startups qui est assez souple puisqu'on va payer au nombre d'actionnaires gérés sur la plateforme. Et après, on a un abonnement pour plutôt les PME, ETI qui ont un peu plus d'actionnaires à gérer, où on est à un abonnement qui démarre à 49 € par mois et ensuite on vient ajouter au-delà de 30 bénéficiaires 1 € supplémentaire par bénéficiaire géré, ce qui permet d'avoir une certaine souplesse. Et quand on voit les frais d'avocat en cas notamment d'opérations de cession d'entreprise qui peuvent être ponctionnés sur ce type d'opération, c'est clairement rentable en fait, d'utiliser une solution qui permet de le faire au fil du temps. Oui, je rebondis sur ce que dit Thibaut. Sur une jeune entreprise, ça peut coûter entre 5 et 15 euros, quoi. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les boîtes dans leur croissance et d'avoir une tarification qui soit proportionnée. Ouais. Alors, je vais juste expliquer un petit peu sur l'encadrement contractuel d'une cession, ce qu'il est possible de faire. Parce que, encore une fois, l'encadrement contractuel n'est pas obligatoire, mais il est quand même fortement recommandé. Typiquement, quand vous faites un contrat de cession, ce qu'il est possible de faire, et notamment quand vous associez une nouvelle personne qui vient d'arriver dans l'entreprise ou un de vos cofondateurs, si vous voulez éviter que le jour où cette personne s'en va, si elle s'en va précipitamment de la société, que vous vous retrouviez dans une situation de blocage où vous n'avez pas de moyens pour récupérer ces titres-là. Dans les contrats de cession, il est d'usage de pouvoir mettre en place dans ce type de rapport de force, entre guillemets, ce qu'on appelle une promesse de cession. Donc, la personne qui récupère les titres va s'engager à recéder les titres si jamais elle quittait l'entreprise de façon prématurée. Et cette cession de titres va également pouvoir être encadrée à la fois dans le temps, mais également encadrer la façon dont le prix de cession va être modélisé, à savoir est-ce que la personne qui récupère les titres s'en va au bout d'1 an, 2 ans, qu'est-ce qu'on fait des titres qui n'ont pas été vestés, donc qui n'ont pas été validés. Voilà, c'est tout un ensemble de mécanismes contractuels qu'on peut mettre en place qui sont insérables dans un contrat de cession. À côté de ça, on a ce qu'on appelle le pacte d'associés, donc qui est un document qui est beaucoup plus englobant, qui a vocation vraiment à régir la relation entre tous les associés d'une société et dans lequel on va retrouver un petit peu la gouvernance interne de l'entreprise. Donc, c'est un document, à la différence des statuts, c'est un document qui est secret, donc qui est connu uniquement des associés de l'entreprise, mais sur lesquels on va pouvoir faire peser un certain nombre de droits et d'obligations sur chacun des associés. Donc, typiquement, j'ai mis quelques clauses très, très courantes qu'on retrouve. Les clauses de non-concurrence, donc pour s'assurer qu'on n'est pas un actionnaire qui crée un projet en parallèle qui aurait une activité concurrente. La clause d'exclusivité, on va être plutôt sur s'assurer qu'une personne à qui on vient de céder des titres s'engage à 100% dans le projet. Une clause de lock-up, pour prendre l'exemple, c'est ce qu'on appelle une clause d'inaliénabilité. C'est une clause dans laquelle on va s'engager en tant que fondateur à ne pas céder ses titres avant une certaine période donnée. C'est notamment également beaucoup demandé par des investisseurs lorsque les investisseurs investissent chez vous. Et les clauses de sortie conjointe forcée, c'est pour éviter des situations de blocage en cas de rachat d'entreprise notamment. La clause de good liver, bad liver, ça rejoint un petit peu la promesse de cession, c'est de pouvoir encadrer en fait selon les modalités de départ d'une personne qui aurait eu des actions, de savoir si typiquement elle part parce qu'elle est licenciée ou elle part parce que pour des raisons tout à fait explicables, on ne va pas être sur les mêmes
mécanismes de valorisation de ces actions. Donc voilà un petit peu sur les sessions de titres. Il y a énormément de choses à dire, bien évidemment. On essaie vraiment de dresser le portrait de façon synthétique de ce qu'il est capable, de ce qu'il est possible de faire d'un point de vue contractuel. On va maintenant aborder ce qu'on appelle l'accès différé au capital, donc une autre façon de pouvoir associer des personnes à son capital, notamment en faisant un focus sur deux types d'instruments qu'on appelle les bons de souscription d'actions et les bons de souscription de parts de création de créateurs d'entreprises, les BSPCE, qui sont des instruments en fait, qui vont vous permettre d'émettre des bons et ces bons donneront droit aux bénéficiaires de pouvoir souscrire au capital de manière différée, donc plus tard. On va démarrer avec les bons de souscription d'actions. Donc, les bons de souscription d'actions, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en tant qu'entreprise, très fréquemment, vous pouvez avoir des besoins en termes de compétences, en termes d'expertise que vous n'avez pas au sein de votre entreprise. Et vous pouvez être amené à travailler avec des gens qui ont cette expertise, que ce soit des freelances, que ce soit par exemple sur des sujets design, technique, développement informatique, etc. Et ces personnes-là, si vous travaillez avec elles depuis un certain temps, il y a un certain climat de confiance qui peut se mettre en place. Et pour autant, ces personnes-là, elles sont quand même très précieuses, même si elles ne sont pas salariées dans votre entreprise. Elles sont très précieuses sur le développement du projet à long terme. Et donc, ce qui est intéressant de pouvoir envisager, c'est justement de pouvoir pérenniser cette relation. J'ai mis volontairement deux exemples sur des exemples assez concrets. C'est que typiquement, si vous avez des freelances avec qui vous travaillez au long cours et que vous voyez très bien s'inscrire dans la durée, l'émission de bons de souscription d'action peut être vue comme un outil de rémunération de son travail. En ce qui concerne les advisors, donc on va dire plutôt des conseillers, donc qui sont des personnes qui vont vous aider plutôt de façon ponctuelle, mais avec une très forte valeur ajoutée, que ce soit par un carnet d'adresses ou une expertise sur votre marché en particulier. L'émission de bons de souscription d'action va être ici vraiment vue comme un outil d'intéressement à la réussite, donc vraiment une récompense pour le fait qu'il soit présent pour vous, qui vous aide à faire grandir le projet. Donc cet outil, c'est vraiment un outil de pérennisation de la relation. Ça peut être vu comme un outil de rémunération du travail fourni et surtout un outil de fidélisation sur le long terme. Ce qu'il faut avoir en tête, à la différence des sessions de titres qu'on a vues tout à l'heure, c'est que pour le chef d'entreprise, ça permet une certaine souplesse puisque les titulaires de BSA ou de BSPCE ne seront pas immédiatement actionnaires, mais deviendront actionnaires dans le temps. Donc, il y a un intérêt quand même à pouvoir conserver une certaine majorité dans la prise de décision pour le fondateur. Et on peut valider, comment dirais-je, on peut conditionner la validation des BSPCE à terme en fonction de résultats qui seraient obtenus ou en fonction d'objectifs? Oui, absolument. En fait, c'est vraiment aménageable contractuellement, que ce soit par objectif, que ce soit… La plupart du temps, on va trouver un critère qu'on appelle la condition de présence. Donc, pour les salariés, c'est être présent dans l'entreprise, donc le maintien du contrat de travail. Je vais y revenir après, mais c'est vrai qu'il y a cette condition de présence dans l'entreprise, ou en tout cas de relation de travail avec l'entreprise dans le temps, qui est très importante parce que c'est là où vraiment on va mettre en place ces mécanismes d'incentive sur le long terme. Et justement, sur la partie bénéficiaire, d'un point de vue d'un bénéficiaire de BSA, pourquoi c'est intéressant pour lui de pouvoir souscrire à des BSA? C'est que ça va lui permettre de valoriser le travail fourni sur le long terme. Et pourquoi valoriser le travail fourni sur le long terme? Tout simplement parce qu'à partir du moment où vous êtes titulaire de BSA, vous allez avoir une option à exercer des actions. Et cette option, en fait, va typiquement dans le cas de rachat d'entreprise, vous permettre, si vos bons de souscription d'action vous permettent de souscrire une action à 10 € et que l'entreprise est rachetée et que l'action de l'entreprise au jour du rachat vaut 100 €, eh bien, vous avez l'option de souscrire à 10 €. Et dans ce cas-là, ça devient très intéressant pour vous parce que vous êtes en mesure de pouvoir réaliser une vraie plus-value. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que l'exercice pour souscrire aux actions, donc l'exercice du bon de souscription d'action, il est payable en numéraire, mais il est également payable en compensation de créances, ce qui peut prendre tout son sens justement dans le cas d'une relation avec un freelance, s'il accepte de se faire rémunérer en quelque sorte par l'émission de bons de souscription d'action. Je vais maintenant aborder la partie BSPCE et ensuite on reviendra sur les modalités d'émission, que ce soit les BSA, les BSPCE, parce qu'il y a énormément de similarités entre les deux types d'instruments. Sur les BSPCE, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un outil qui a été créé par le législateur
qui est particulièrement adapté aux entreprises innovantes, aux jeunes entreprises, parce qu'il y a des critères d'éligibilité pour émettre des BSPCE. Mais l'enjeu premier pour un entrepreneur, c'est de pouvoir, grâce à des BSPCE, pouvoir attirer, recruter plus facilement des talents. Si on prend toujours l'exemple qui est souvent donné, qui est à salaire égal, deux entreprises, une qui ne donne pas de BSPCE et l'autre qui donne des BSPCE, eh ben, très simplement, on peut bien comprendre que le salarié a tout intérêt à aller dans l'entreprise qui va l'incentiver à long terme, puisque le salarié aura un intérêt à la réussite de l'entreprise. Donc, c'est un outil d'attraction de talents, c'est également un outil de fidélisation des talents, parce que c'est effectivement dans le temps que le salarié va pouvoir débloquer son exercice de BSPCE. C'est un outil. Alors après, il y a différentes façons de penser dans la philosophie le BSPCE. Est-ce qu'on émet des BSPCE uniquement à ces cadres, on va dire à ces managers, ou est-ce qu'on émet des BSPCE à tous les salariés qui arrivent dans l'entreprise? Donc là, c'est vraiment une question de culture d'entreprise. Mais le principe essentiel derrière l'émission de BSPCE en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir s'assurer en fait qu'on a un véritable alignement des intérêts sur le long terme entre le chef d'entreprise et les salariés. Encore une fois, c'est un mécanisme qui permet d'émettre des bons sans pour autant avoir un impact immédiat sur la gouvernance de l'entreprise, puisque les titulaires de BSPCE ne sont pas immédiatement actionnaires. En ce qui concerne les salariés, sur les BSPCE, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la souscription de BSPCE se fait à titre gratuit. Donc, ça ne coûte rien de souscrire à des BSPCE. Le salarié va uniquement débourser de l'argent le jour où il veut exercer ses BSPCE, à savoir souscrire l'action. C'est pour ça qu'on dit que les BSPCE, c'est réellement un outil de captation de la plus-value. C'est-à-dire que vous avez une option à exercer vos BSPCE pour acquérir des actions, et cette option prend du sens le jour où l'entreprise est revendue, le jour où il y a un événement de liquidité, où c'est là où on va pouvoir faire une bascule, un effet de levier entre le prix d'exercice qui a été fixé au jour où vous avez souscrit au BSPCE et le prix de l'action le jour où l'entreprise est vendue. Et donc, c'est pour ça que c'est là où, encore une fois, il y a un alignement des intérêts, c'est que le BSPCE devient très intéressant pour le salarié au fur et à mesure que la valeur de l'action va augmenter de l'entreprise. Et le salarié ne perd pas son droit à exercer son BSPCE en cas de revente. C'est valable. Comment ça se passe dans ce cas-là? Ouais, alors typiquement, un salarié, en fait, je vais peut-être passer à ce slide-là, ce sera plus facile à expliquer. Un salarié, comment ça fonctionne? C'est que tant que le salarié est dans l'entreprise, il va débloquer des paliers en fait d'exercice. Donc typiquement, si on va mettre ce qu'on appelle un calendrier de vesting, donc on va dire que le salarié pourra acquérir 100% de ses BSPCE sur 4 ans et que tous les mois, il va débloquer une fraction de ses BSPCE. Tant que le salarié est dans l'entreprise, mois après mois, il acquiert des nouveaux droits à souscrire et ces droits-là ne lui seront pas repris tant qu'il est dans l'entreprise. Et donc, le jour où l'entreprise est revendue, typiquement, si le salarié est là depuis 2 ans, eh ben, il pourra exercer 50% de ses BSPCE. Après, on a également la possibilité, encore une fois, c'est des choses qui sont aménageables, que je n'avais pas forcément prévu d'expliquer aujourd'hui, mais on a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des clauses d'accélération, où on va pouvoir, à la main du président, dire si l'entreprise est revendue, même si le salarié a débloqué que 50% de ses BSPCE, ben moi, je veux que 100% des BSPCE du salarié soient débloqués en cas de revente de l'entreprise. Donc, c'est un mécanisme qui est vraiment souple, qui permet de s'assurer, d'une part, que le salarié pourra profiter de la plus-value si l'entreprise est revendue et qui permet également d'autre part pour le fondateur de s'assurer que si le salarié quitte l'entreprise, la condition pour exercer les BSPCE n'est plus remplie et auquel cas il n'y a pas d'impact dilutif à craindre de la part du fondateur puisque les bons ne seront jamais exercés. Juste un mot peut-être sur la fixation du prix également. Réglementairement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand vous allez fixer le prix d'exercice du BSPCE, donc le prix d'action pour les titulaires des BSA et des BSPCE, il est d'usage de fixer ce prix en tenant compte de la valorisation réelle de l'entreprise au jour où vous émettez les bons. Et on peut essayer de simplifier un petit peu ce discours, notamment pour les startups, c'est de dire que vous allez émettre des BSPCE et fixer le prix de ces BSPCE
à la dernière valorisation retenue lors de la dernière augmentation de capital. Donc, typiquement, si vous avez réalisé une augmentation de capital d'1 million et que vous avez une valorisation post-monnaie de 1,5 million, eh ben, on va prendre cette valorisation pour fixer le prix d'exercice des BSPCE qui sera figé dans le temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir qu'avec le temps, le BSPCE prend de la valeur puisque le montant de l'action potentielle au jour de la revente, lui, évolue. Et Thibaut, on va juste prendre une question de David, en fait, pour préciser quelque chose, qui demandait si les BSPCE, c'était des stock options. Peut-être juste réexpliquer du coup ce que c'est le BSPCE par rapport à des stocks. Ouais, alors c'est à peu près l'équivalent. La grande différence, c'est que fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant le BSPCE. C'est un dispositif qui a été qui a été créé par le législateur vraiment pour les jeunes entreprises. Donc, pour émettre des BSPCE, il faut que l'entreprise ait moins de 15 ans. Il faut que l'entreprise soit détenue, que ce soit une société par action. Il faut que l'entreprise soit détenue au minimum par 25% par des personnes physiques et qu'elle soit soumise à l'IS. Donc, en réalité, les BSPCE, c'est vraiment le meilleur dispositif quand vous êtes une jeune entreprise, société par action. Et quand vous n'êtes plus éligible à ce type de dispositif, c'est là où on va aller chercher plutôt des actions gratuites ou des stock options. Merci. On fera un point sur la fiscalité dans un second temps. S'il y avait une question aussi dessus. Tout à fait. Ouais. Yes. Sur cette partie-là, on pourra reprendre toutes les questions ensuite. Ça peut être intéressant qu'Aurélie, tu enchaînes sur la partie financement, que ce soit les augmentations de capital et les BSAR. Je te laisse prendre la main et tu me dis quand tu veux démarrer. Ça marche. Et moi, pour vous partager mon expérience de titulaire de BSPCE en tant que salarié, très clairement, j'ai toujours eu dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai pu être des mécanismes d'actionnariat salarié, donc notamment actions gratuites. Le BSPCE, très clairement, c'est ce que disait Thibaut, ça permet de réaligner les intérêts entre le salarié et les fondateurs parce qu'on est tous dans le même bateau, on veut tous que ça cartonne pour pouvoir derrière faire une belle opération. Et ce qui est assez chouette avec la plateforme en fait BlockPulse, dans le cadre de BSPCE suivi sur BlockPulse, c'est que moi, l'écueil que j'ai pu avoir dans mes précédentes boîtes, c'est que j'avais des liasses de papier avec mon plan d'action gratuite. Je savais jamais où j'en étais. Là, avec la solution, en fait, sur la plateforme, j'ai mon accès salarié avec mon plan de BSPCE. Je sais où j'en suis entre ma période d'indisponibilité, de vesting. Et du coup, j'ai vraiment conscience de la valeur de mes BSPCE. Et je pense que c'est le truc le plus compliqué, en fait, de se dire, j'ai des BSPCE, mais quelle valeur ça a? Et oui, ça a de la valeur, et oui, ça prend de la valeur. Après, il y a un système de valorisation de l'entreprise au fur et à mesure. Comment tu évalues la valeur de tes BSPCE, en fait? Alors, c'est généralement la valo, soit la boîte le met à jour chaque année, ce qui est assez peu fait dans une jeune entreprise. Dans des plus grosses boîtes, effectivement, c'est fait chaque année. Dans une jeune boîte, généralement, c'est à chaque nouvelle opération sur le capital, la valorisation est remise à jour et donc ça permet de se dire, OK, j'en suis là. Alors du coup, sauf s'il y a des questions, mais je ne crois pas, je vais passer aux autres opérations qui permettent d'associer de nouvelles personnes à son capital, qui sont les opérations de financement, plus communément appelées levée de fonds. Alors, il en existe deux. Il existe une opération dite d'equity qui va permettre d'associer immédiatement de nouvelles personnes à son capital. Et il existe une autre opération qui est une opération dite de quasi-equity, puisque, en fait, elle va permettre d'associer de nouvelles personnes à son capital, mais de manière différée dans le temps. Et le nom de ce dispositif, c'est le BSAR. Et je vais y revenir dans un second temps. Alors, une augmentation de capital, qu'est-ce que c'est, en fait? Ça va être le fait d'émettre des actions nouvelles. Donc, mécaniquement, le capital social va augmenter auprès d'investisseurs qui, en fait, vont rapporter de nouvelles ressources à la société. Et généralement, quand est-ce qu'on fait une augmentation de capital? On fait une augmentation de capital pour soit financer son activité en cours, soit financer sa croissance ou des activités nouvelles, ou alors améliorer la santé financière de son entreprise. La réalité, c'est que typiquement, dans une période comme la période qu'on est en train de traverser depuis maintenant près d'1 an, certaines entreprises connaissent des difficultés de trésorerie et de réaliser une augmentation de capital, ça peut permettre justement d'améliorer la santé financière de la société. Alors, comment ça se passe dans les faits quand on veut mettre en place une augmentation de capital? En fait,
cette émission d'actions nouvelles va nécessiter de modifier les statuts. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est assez lourd d'un point de vue de formalisme et d'un point de vue administratif. La première étape, ça va être de rassembler une assemblée générale qui va venir en fait autoriser l'opération et qui va venir également autoriser un montant d'opération. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait une augmentation de capital, eh bien, ça va venir diluer, ça va avoir un impact dilutif sur les actionnaires qui sont déjà actionnaires de la société. Et donc, du coup, il faut qu'ils acceptent ce principe-là en assemblée générale. Ce que je peux vous dire en termes de dilution, généralement, quand une augmentation de capital est réalisée, c'est qu'il faut essayer de viser une dilution entre 10 et 30% en moyenne et ne pas aller au-delà. En tout cas, c'est ce que font la plupart des entreprises qu'on accompagne, qui sont des entreprises qui sont des startups, qui généralement lèvent sur des levées de fonds en seed et en série A, sur des montants entre une centaine de milliers d'euros jusqu'à 1-2 millions d'euros à peu près. Un autre point, en fait, quand on réalise une augmentation de capital, c'est qu'en fait, on va pouvoir le faire qu'en une seule fois. C'est ce que ça veut dire en une seule fois. Ça veut dire qu'il faut avoir réuni l'intégralité de ces investisseurs, de ces futurs actionnaires, pour pouvoir réaliser l'opération. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que vous avez prédéfini un montant, en fait, lors de l'Assemblée générale. On va prendre un exemple. Vous avez défini un montant de 1 million d'euros que vous avez fait accepter à vos actionnaires actuels. Eh bien, pour pouvoir réaliser l'opération, il faut avoir réuni au minimum 75% de la somme qui a été votée en Assemblée générale. Si ce n'est pas le cas, vous êtes obligé de repartir à zéro. Et donc, voilà, le formalisme est quand même assez lourd. L'autre point qui est important quand on fait une augmentation de capital, c'est qu'il va falloir définir la valorisation. On ne peut pas faire d'augmentation de capital s'il n'y a pas une valorisation qui est prédéfinie. Et ça, la question de la valorisation, c'est une question qui n'est pas vraiment résolue, puisqu'en fait, c'est du gré à gré, c'est-à-dire que c'est de la négociation avec vos investisseurs, avec vos futurs actionnaires. On fait se rencontrer deux intérêts qui sont antagonistes, puisqu'en fait, votre investisseur, il va vouloir rentrer sur une valorisation qui sera la plus basse possible, et vous aurez tendance à essayer de chercher une valorisation la plus haute possible. Et ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de trouver le bon équilibre. Et comment on détermine une valorisation? Il n'y a pas de recette miracle, mais ça va dépendre du stade de maturité de votre société, où est-ce que vous en êtes en fait, et d'autres critères tels que votre secteur d'activité, où vous en êtes de votre produit, votre marché, et tout ça va permettre de définir la valo. Le conseil qu'on peut vous donner quand vous allez être sur ces questions de valorisation, c'est qu'au début, soyez vraiment souple dans vos négociations, parce que parfois, il vaut mieux lever sur une valo qui est un petit peu moins importante, un petit peu moins élevée, mais pour vous permettre de mieux relever plus tard, parce que si vous négociez une valo qui est trop élevée, le risque, c'est que vos investisseurs vous demandent au prochain tour de table une valo qui sera encore plus intéressante, parce qu'eux vont vouloir faire une bonne opération financière, et vous pouvez avoir des difficultés, en fait, du coup, pour relever. Voilà sur la partie valorisation. Un autre point lié à l'augmentation de capital, c'est que c'est une opération qui administrativement est assez lourde, puisque ça demande de nombreuses formalités, dont l'enregistrement au greffe, dont parlait Thibaut tout à l'heure. Et le point clé également, c'est qu'il va falloir encadrer vos relations avec vos investisseurs. Et ça, vous allez le faire de deux manières. Vous allez le faire grâce à la term sheet, qui va permettre d'encadrer en fait vos relations durant l'opération de levée de fonds en augmentation de capital. Et derrière, vous allez également le faire grâce au pacte d'associés dont parlait Thibaut tout à l'heure, qui est un document qui va venir régir vos relations entre associés ou actionnaires. Et l'objectif, c'est d'éviter des situations de conflit, des situations de blocage, et de permettre, en cas de conflit notamment, la sortie d'un actionnaire. Et voilà, comme le disait Thibaut tout à l'heure, c'est un document qui régit uniquement les relations entre actionnaires, en aucun cas avec des tiers. Et c'est un document qui est totalement secret, contrairement aux statuts qui sont publics. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur les différentes clauses, puisque Thibaut en a déjà parlé tout à l'heure. Je voudrais juste vous parler d'une clause qui est la mise en place d'un board. C'est une clause en fait qui permet, quand vous allez faire rentrer de nouveaux investisseurs à votre capital, souvent on va chercher à s'entourer d'advisors en fait qui vont constituer votre board. Et donc voilà, il faut le prévoir dans le pacte d'associés. J'ai une petite question.
régulièrement, on parle de plusieurs types de levée de fonds, le seed, série A, série B, tout ça. Quels sont les conseils qu'on peut donner à un entrepreneur pour éviter, on parlait de dilution tout à l'heure, pour éviter qu'il se dilue de trop et qu'en tant que fondateur, à un moment donné, il se retrouve il perd la majorité de sa société ou il n'est plus le pouvoir de la diriger. Alors justement, c'est de vraiment bien étudier cette question du capital qui va être prêt à lâcher contre les fonds qui lui sont apportés. Et nous, ce qu'on voit dans les bonnes pratiques, c'est pour justement d'essayer de limiter ça entre 10 et 30% du capital qui est cédé pour éviter justement qu'il se retrouve à perdre la majorité. D'accord. Après, en moyenne, il y a combien de levées de fonds? C'est 2, 3 levées de fonds en moyenne quand une société se développe? Il faut anticiper combien? Alors, comment ça marche? Effectivement. Je reviens rapidement, du coup, on n'avait pas prévu de l'aborder, mais effectivement, c'est une question qui est importante. Quand on est, admettons, on est une jeune start-up, on a été créé depuis quelques mois, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de la boîte? Il va y avoir une première opération qu'on va appeler le love money, qui est, on va aller chercher de l'argent auprès de son réseau, de ses amis, de sa famille. Généralement, c'est des levées qui sont de quelques dizaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est la première opération. Donc généralement, c'est la première dilution ou alors on peut faire des cessions de parts pour mettre ça en place. Et derrière, il va y avoir une première levée de fonds qu'on appelle la levée de fonds en seed. Ça, c'est des levées de fonds qui sont entre à peu près 100 000 et 1 million d'euros. Et pour les boîtes qui vont bien fonctionner, il y aura une seconde levée de fonds qu'on va appeler la série A. La série A, on va dire que c'est entre 1 et 5 millions d'euros. Mais après, pour des boîtes qui se développent à fond, il peut y avoir des séries B, des séries C. Et là, on peut être sur des levées de fonds à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais en tout cas, là, on va dire le cycle classique, c'est love money, seed, série A. Donc, on veut dire 3 opérations liées à la levée de fonds. Ouais. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est vrai que si on enchaîne plusieurs tours de table, il y a un moment donné où conserver la majorité en tant qu'actionnaire, en tant que fondateur initial, c'est plus possible. Mais c'est des jeux qui sont acceptés. Donc, après, il y a des encadrements justement dans les pactes d'associés qui permettent de résoudre ça et également la possibilité d'être majoritaire à plusieurs cofondateurs. Si de toute façon, mécaniquement, quand vous lâchez entre 15 et 30% sur chaque tour de table, il y a un moment donné, vous ne pouvez plus avoir la majorité. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir en tête que les questions de valorisation sont cruciales quand vous décidez de lever des fonds. Non pas uniquement parce que vous faites rentrer des nouveaux actionnaires chez vous, mais également parce que vous avez un risque justement de perte de majorité dans les prises de décision, de contre-pouvoirs réels qui sont très durs à contourner ensuite. Donc ça, très clairement, les questions de valorisation sont cruciales et peuvent être compliquées malheureusement parce que en début d'entreprise, quand vous créez une entreprise, notamment dans la tech, c'est très difficile de savoir combien votre entreprise vaut. Donc, on est vraiment sur, on va dire, du forecast. On pense que l'entreprise, si elle atteint ce type de chiffre d'affaires, on sera capable de passer à l'échelle et donc d'aller obtenir telle part de marché. Donc, on pense que l'entreprise vaudra tant. Mais en réalité, c'est des discussions qui sont quand même très psychologique au final. Et c'est pour ça également, pour faire un petit peu la transition avec l'instrument d'après, qu'il y a un instrument qui a été créé réellement pour les jeunes boîtes qui ont du mal à fixer la valorisation, qui s'appelle le BSAR et qui permet justement non pas de fixer une valorisation de manière certaine au moment où les investisseurs rentrent dans l'entreprise, mais au contraire de décaler cette question de la valorisation à plus tard. Exactement. Et je terminerai, avant de passer sur le BSR, je terminerai sur les avantages et les inconvénients en fait à faire une opération en augmentation de capital. En avantage, il faut avoir, enfin, ce qui est vraiment fondamental quand on fait une augmentation de capital, c'est qu'en fait, on va venir renforcer la solidité financière de son entreprise. Et ça, c'est le BSR dont parle Thibaut et dont je vais parler dans quelques instants, ne permet pas ça. Puisqu'en fait, on fait rentrer des investisseurs et des actionnaires de manière décalée dans le temps. Et donc, qui dit renforcer la solidité financière d'une entreprise, c'est dire renforcer aussi sa crédibilité. Et donc, du coup, derrière, de pouvoir aller chercher des financements, notamment des emprunts bancaires, des aides d'État. Donc ça aide vraiment beaucoup quand on a fait une levée de fonds en augmentation de capital. Un autre avantage de l'augmentation de capital, c'est que c'est un mécanisme qui est éligible aux dispositifs fiscaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand on fait une levée de fonds en augmentation de capital, les investisseurs peuvent loger leurs titres dans un PEA, plan épargne en action, ce qui va leur permettre à eux, investisseurs, de bénéficier d'une fiscalité très, très favorable
quand vous revendrez la boîte sur la plus-value de cession. Un autre élément fiscal, c'est que les parts qui ont été obtenues grâce à une augmentation de capital sont également éligibles à des dispositifs fiscaux de réduction d'impôt sur le revenu. Ce n'est pas le cas du BSR, parce que c'est un bon de souscription. Et également éligible à l'article 150 obiter. Alors, qu'est-ce que c'est que l'article 150 obiter du Code général des impôts? C'est en fait quand on vend une société, on peut faire ce qu'on appelle un apport cession pour pouvoir, dans une holding, pour pouvoir réduire en fait la fiscalité sur sa plus-value. Les entrepreneurs qui font ça, ils ont une obligation de remploi des sommes qui ont été réalisées dans d'autres sociétés pour pouvoir réduire leur impôt. Et donc, si on investit dans des boîtes via une augmentation de capital, c'est éligible à ce dispositif. Après, pour les inconvénients, on les a vus tout au long de cette présentation, c'est que administrativement, c'est extrêmement lourd. Voilà, il y a beaucoup de formalités. C'est un mécanisme qui permet de rentrer des fonds, mais de manière lente, puisqu'il faut avoir réuni le quorum et l'intégralité de la levée. Il faut valoriser la boîte, et ça c'est quand même un vrai sujet, notamment pour une jeune société. Et donc du coup, au final, ça peut être très long, et parfois, pour une société qui a besoin d'argent rapidement, c'est pas forcément adapté. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a un autre mécanisme qui existe, qui permet de répondre à ces écueils liés à l'augmentation de capital, qui est le BSAR. Le BSAR, bon de souscription en action, R, accord d'investissement rapide. C'est un mécanisme alternatif, en fait, qui tient son origine d'un mécanisme américain qui s'appelle le SAFE. C'est assez récent, parce que ça a à peu près 4 ans, mais c'est en train de devenir de plus en plus répandu, de plus en plus d'entreprises l'utilisent. Et nous, ce qu'on voit même chez Blockpulse, c'est que maintenant, on a certains investisseurs qui demandent à leur start-up de faire leur levée exclusivement en BSAR parce que c'est beaucoup plus simple aussi côté investisseur. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les levées, mais on le voit de plus en plus. Alors, un BSAR, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de faire entrer de nouveaux investisseurs qui vont devenir actionnaires de manière différée dans le temps lors de la survenance d'un événement générateur qui va être prédéfini au départ. Donc, c'est extrêmement adapté à des jeunes startups parce que justement, ça permet d'aller vite et ça permet de faire rentrer des investisseurs rapidement et donc de l'argent rapidement. Et d'un point de vue pratique, en fait, c'est un simple contrat qui va permettre de recevoir l'argent immédiatement. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faudra pas attendre d'avoir réuni l'intégralité de l'enveloppe de la levée de fonds, mais vous allez pouvoir faire rentrer vos investisseurs au compte-gouttes. Donc, c'est extrêmement adapté quand on a un besoin de trésorerie qui est rapide. Et l'autre point qui est extrêmement important sur le BSAR, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de définir la valorisation. Alors, comment ça va se passer dans les faits? Vous allez définir non pas une valorisation, ce qui est souvent difficile, parce qu'on ne sait pas forcément exactement justement que vaut ma boîte au bout de quelques mois d'existence. Vous allez définir ce qu'on appelle une fourchette de valorisation, c'est-à-dire que combien vaudra mon entreprise dans X mois, on va dire par exemple dans 18 mois, eh bien moi je pense qu'elle va valoir entre 1 million d'euros, qui va être la valorisation dite plancher, et entre 3 millions d'euros, qui va être la valorisation dite plafond. Il n'y a pas besoin de définir de valorisation précise. Ce qui va permettre d'une part de protéger l'entrepreneur, de vous protéger en tant qu'entrepreneur, puisque vous savez que quoi qu'il arrive, votre investisseur ne rentrera pas en dessous de la valorisation de plancher, dans notre exemple à 1 million d'euros, mais ça va aussi permettre de protéger vos futurs actionnaires parce qu'ils savent qu'eux ne rentreront pas sur une valorisation au-delà du plafond, là en l'occurrence dans notre exemple à 3 millions d'euros, et que, admettons, votre boîte cartonne, dans 18 mois, la boîte vaut 5 millions d'euros, quoi qu'il arrive, vos futurs actionnaires sont assurés de ne pas rentrer sur une valorisation supérieure à 3 millions d'euros. Mais à l'inverse, ils savent aussi qu'ils peuvent être sur une valorisation à 1 million d'euros. Donc, ils prennent un certain risque, puisqu'en fait, il n'y a pas de valorisation qui est prédéfinie. Il y a une fourchette de valorisation. Et ce risque, en fait, il va être rémunéré par un mécanisme qu'on appelle la décote. La décote, en fait, c'est un incentive que vous allez donner à vos futurs actionnaires. C'est de dire, tu prends un risque parce que tu ne sais pas à quelle valorisation précise tu vas rentrer. Et donc, moi, en contrepartie de ce risque que tu prends, eh bien, quand tu vas rentrer de manière définitive à mon capital, tu ne rentreras pas sur une base de 100, mais tu rentreras avec une décote de, par exemple, on va prendre un exemple, de 20%. Donc, si on veut donner un exemple chiffré,
Il y a une levée de fonds d'augmentation de capital qui est réalisée dans 18 mois, qui sera l'événement dit déclencheur. La société vaut 2 millions d'euros. Eh bien, l'investisseur qui avait souscrit au BSAR ne rentrera pas sur une valorisation à 2 millions d'euros, mais sur une valorisation à 2 millions d'euros décotée de 20%, donc sur une valorisation à 1,6 million. Et ça, typiquement, quand on discute avec des investisseurs, et si on veut vendre le dispositif BSAR, il faut vraiment mettre en avant cette décote. Et alors, la décote, comment la définir? Il y a deux paramètres en fait, qui permettent de définir le montant de décote. Déjà, dans les bonnes pratiques, nous, ce qu'on observe, ce sont des décotes entre 10 et 30%. Il peut arriver qu'il y ait des décotes plus faibles ou plus fortes, mais en tout cas, dans les bonnes pratiques, généralement, c'est des décotes entre 10 et 30%. Et ce qui va être regardé, c'est le terme pour l'événement, pour la survenance de l'événement générateur. Donc, plus le terme sera loin, plus le terme sera éloigné, plus la décote sera importante, parce que le risque, du coup, sera important. Et l'autre élément qui va être regardé, c'est l'écart dans la fourchette de valorisation. C'est-à-dire que si vous avez une fourchette de valorisation qui est plutôt resserrée, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez concéder une décote qui sera moindre. En revanche, si vous avez une fourchette de valorisation qui est vraiment très élevée, à ce moment-là, il faudra envisager de donner une décote plus importante parce que votre investisseur prend un risque qui est plus important. Oui, c'est ça. Juste pour compléter sur cette partie BSR, c'est vrai que certains investisseurs, en fait, sont un peu frileux sur le BSR parce qu'ils ont l'impression d'être moins protégés du fait qu'ils ne soient pas actionnaires immédiatement. Mais en réalité, c'est un peu une fiction parce que dans tous les cas, ces actionnaires-là auront la possibilité de devenir actionnaires quoi qu'il arrive. Que l'entreprise relève des fonds ou pas, c'est encadré contractuellement. Et donc, ce mécanisme de pré-equity, si vous voulez, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant pour rassurer l'investisseur et c'est aussi ce qui justifie la décote. C'est de dire, OK, peut-être que vous n'êtes pas actionnaire aujourd'hui, mais dans tous les cas, vous le serez dans 18 mois. Je comprends que de votre point de vue, ça peut être en tout cas perçu comme un risque supplémentaire et c'est pour cette raison que moi, je suis prêt à vous faire entrer de façon préférentielle lorsque l'augmentation de capital aura lieu dans 12 mois, 18 mois. Et si je comprends bien, plus la décote est importante, plus la dilution du fondateur sera importante aussi. Mécaniquement. Oui, bien sûr. Ouais, exactement. Et alors après, d'un point de vue de formalisation, comment ça se passe quand on veut mettre en place un BSAR? C'est extrêmement simple puisqu'en fait, c'est un contrat où on va reprendre les différents paramètres, à savoir la valorisation plancher, plafond, la décote, l'événement déclencheur et la durée maximum pour que l'événement déclencheur puisse se produire. Et ce contrat s'appelle le contrat R. Donc voilà, vous voyez que c'est un formalisme qui est beaucoup, beaucoup plus simple que le formalisme de l'augmentation de capital. Il suffit de mettre en place cette fameuse assemblée générale pour recueillir l'accord des associés. Ensuite, il y a ce contrat R. Il n'y a pas de pacte d'associés, contrairement à l'augmentation de capital. Après, certains pourront vous dire qu'il n'est pas nécessaire de mettre en place une term sheet de pacte. Nous, chez Blockpulse et dans les bonnes pratiques, on trouve que c'est un plus en fait de mettre une term sheet en annexe en fait du contrat R. Pourquoi? Parce que si pour une raison ou une autre, vos futurs actionnaires ne deviennent pas actionnaires lors de l'événement générateur, eh bien vous pouvez vous retrouver avec de nouveaux actionnaires sur votre table de capitalisation avec lesquels les relations ne seront pas encadrées. Donc nous, on recommande de mettre une term sheet en annexe. Et notre outil permet justement de paramétrer toute cette documentation juridique pour pouvoir avoir en annexe cette term sheet qui va venir encadrer les relations avec les investisseurs s'ils ne deviennent pas actionnaires lors d'une augmentation de capital. D'accord. La term sheet, elle s'applique aux actionnaires existants ou à venir et ainsi qu'aux futurs. Ce sera la même, c'est forcément la même. En tout cas, elle sera très similaire, oui, tout à fait. D'accord. Exactement. Donc, pour résumer, le BSR, voilà, c'est une procédure qui est extrêmement simplifiée de par son formalisme. Ça permet d'aller vite. Nous, ce qu'on observe avec nos clients, c'est que sur un BSAR, s'ils ont leurs investisseurs, on est capable de mettre en place un BSAR en quelques jours, on va dire entre une semaine, 10 jours, on est capable de mener une opération de BSAR, alors qu'une opération d'augmentation de capital, ce qu'on peut observer, c'est que c'est plutôt 1 mois et demi, 2 mois dans le meilleur des mondes, voire beaucoup plus long.
Donc, ça répond vraiment à ce besoin d'avoir de la trésorerie rapidement, de faire rentrer des investisseurs rapidement. Ça permet, comme je l'ai dit, de remettre à plus tard cette question de la valorisation, qui est quand même une question assez compliquée. L'inconvénient, parce qu'il y en a quand même, c'est justement que comme c'est un bon de souscription en action et non pas de l'equity, eh bien, ce n'est absolument pas éligible à tous ces dispositifs fiscaux que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Donc, c'est pas éligible au PEA, c'est pas éligible à la réduction d'impôts, c'est pas éligible au remploi. Donc, si vous avez des investisseurs qui veulent, qui cherchent à tout prix un de ces cas de figure fiscales, du coup, le BSR ne sera pas adapté. Mais sinon, pour tout le reste, c'est vrai que ça permet d'aller vite. Un dernier point que je voulais évoquer, c'est que faire un BSAR, c'est top, mais il faut quand même avoir en tête qu'il doit y avoir un événement déclencheur pour transformer vos investisseurs en actionnaires. Et donc, il faut prévoir dans sa progression une autre opération sur le capital, on va dire à horizon 24-36 mois maximum, parce que si vous ne prévoyez pas de relevé de fonds, du coup, le BSR ne sera pas adapté parce que vous n'aurez pas d'événement déclencheur. Ouais, et après, c'est vraiment juste pour compléter, c'est vraiment l'effet de levier en fait qui va être recherché par les investisseurs. Donc, il faut être dans une dynamique de relever des fonds. C'est là où clairement c'est intéressant. Exactement. Et après, pour pouvoir mesurer toute la partie justement impact dilutif d'un tel instrument, on vous a mis un petit peu plus haut dans la présentation, je crois que c'est sur la slide précédente, un QR code que vous allez pouvoir flasher. On a mis en place un simulateur sur notre site qui vous permet vraiment de voir, en fonction de la composition de votre capital actuel, si vous mettiez en place un BSAR, on vous pose toutes les questions, vous verrez, c'est très simple. Quel impact ça aurait sur la dilution en fait, de votre capital. Ouais, on a la même chose pour tout type d'instrument, que ce soit une augmentation de capital, un BSA, un BSPCE. Vous pouvez vraiment modéliser en fait, l'impact de dilution pour vous en tant que fondateur, ce qui vous permet un peu de vous projeter, de comprendre un peu comment ça fonctionne. Tout à l'heure, Thibaut, tu évoquais une limite en termes de temps. Tu disais que les outils, notamment le BSPCE, n'est utilisable que pour les sociétés qui ont moins de 15 ans, si je me souviens bien. Ouais. Et quels sont les outils qui peuvent être utilisés par des sociétés, des PME existantes qui vont avoir besoin de se financer, notamment peut-être pour digitaliser leur modèle économique ou se développer? Comment peut-on différencier les deux? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le BSPCE, il est vraiment réservé à un type d'entreprise en particulier. Après, on a des mécanismes d'action gratuite, voire des mécanismes de stock option qui, justement, en fait, vont permettre de toucher un public plus large en termes de société. Et les BSA n'ont pas non plus ce critère de 15 années. On peut tout à fait émettre des bons de souscription d'actions auprès de salariés. C'est juste que c'est un peu moins intéressant, mais c'est tout à fait faisable. D'accord. Et je vois qu'il y a une question sur l'éligibilité du BSAR au PEA-PME. Donc, ce n'est pas éligible au PEA, donc ce n'est pas éligible non plus au PEA-PME, puisque ce n'est pas une action, mais un bon de souscription. Et les bons de souscription ne sont pas éligibles ni au PEA, ni au PEA-PME. Ouais, alors, je vais juste arrêter le partage, comme ça, je vois un peu le débat. Yes, alors je ne sais pas après si vous avez des questions particulières. Laurent, est-ce que tu avais des questions Moi, j'ai eu la chance de pouvoir les poser un petit peu au fil de l'eau. Moi, j'aimerais mesurer exactement déjà qui ça peut intéresser. On a un petit peu parlé. Et surtout, l'intérêt de la relation qu'on a. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans BlockPulse, c'est tout le côté digitalisé. Alors, sans partir, pour être clair pour toutes les personnes qui vous écoutent, sans partir dans de la com, mais c'est d'expliquer quel est le mécanisme qui fait que vous êtes plus efficace qu'un avocat ou qu'un expert comptable qui pourrait accompagner les dirigeants. Pourquoi il faut passer par BlockPulse? Qu'est-ce que vous allez apporter? Ouais, clairement, nous, notre métier, en fait, c'est de faciliter la vie des entrepreneurs et des souscripteurs. Et pourquoi on est capable de dire ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, on s'appuie sur un certain nombre de bonnes pratiques pour dégager des contrats qui sont standardisés. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire la standardisation des actes juridiques va correspondre à 80% des situations. Donc, on a des contrats qui sont quand même assez souples pour encadrer et pouvoir prendre en charge un certain nombre de situations. Mais ce type de contrat, ce type d'opération chez nous est en fait vraiment
réalisable en quelques clics. C'est-à-dire que si demain, vous voulez mettre en place votre plan de BSA ou de BSPCE, ça va vous prendre 1 heure et vous serez en mesure en fait, d'attribuer des BSA ou des BSPCE typiquement dès le lendemain aux personnes de votre choix. Si on reprend un peu les process initiaux et aussi pourquoi moi je suis parti sur la création de BlockPulse, chez les avocats, c'est vraiment une autre façon de travailler. C'est une façon qui est beaucoup plus sur mesure, qui est beaucoup plus artisanale, mais qui est beaucoup moins digitalisée. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment des choses très personnalisables, qui prennent vraiment en compte un certain nombre de critères, là, l'avocat est pertinent, mais c'est vrai qu'après, on n'est pas sur les mêmes, c'est pas exactement le même produit dans le sens où nous, on sait faire des choses qui marchent bien, on fait moins de customisation, mais on permet vraiment d'aller vite et de façon beaucoup plus économique parce que nous, nos prix sont assez intéressants. Là-dessus, je vous invite à aller voir un petit peu notre tarification, mais on est clairement en dessous du marché, quoi. On est plus de 2 fois moins cher qu'un avocat pour le même type d'opération. D'accord. Donc, autrement dit, moi, si je connais mes investisseurs, j'ai à la limite, je peux m'adresser, ça me permet de faire les choses moi-même sans perdre trop de temps et de manière assez simple et sécurisée. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. Après, on a évidemment des avocats partenaires pour les personnes qui souhaitent, lors de négociations, être accompagnées d'un avocat. Donc, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. C'est plutôt justement le contraire, c'est d'utiliser en fait la plateforme BlockPulse pour aller plus vite et digitaliser son opération et pouvoir faire intervenir un avocat plus ponctuellement sur des sujets qui pourraient devenir épineux sur une négociation ou alors s'il y avait vraiment des questions qui sont posées par un investisseur auxquelles l'entrepreneur n'aurait pas la réponse. Encore que nous, on est en train de bâtir énormément de ressources là-dessus sur notre site qui permet justement d'aiguiller un petit peu l'entrepreneur. Mais encore une fois, la dimension conseil de l'avocat n'est pas amputée si vous utilisez BlockPulse parce que vous aurez la possibilité justement d'avoir recours à un avocat au moment où vous en avez le plus besoin, qui peut être le moment de la négociation, quoi. Ok. J'ai vu passer une question, je pense, sur d'opérations que vous faites. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être confidentiel, donc je sais pas si. Alors, sur le nombre d'opérations qu'on a fait l'année dernière, on a fait plus d'une dizaine d'opérations de financement. Sur les montants, on est aux alentours de 5 millions d'euros de montants financés grâce à notre plateforme. Après, on fait beaucoup d'opérations de BSA, BSPCE également. Et ce qu'on est en train de mettre en place, donc là, on n'a pas encore communiqué dessus, mais on a déjà réalisé plusieurs opérations là-dessus. Également, la création de holding pour des investisseurs, ce qui permet aussi à un entrepreneur, s'il lève des fonds, de pouvoir avoir une gestion plus facile parce qu'il ne va pas avoir 30 mecs à gérer en direct, mais il va avoir une holding dans laquelle on a 30 personnes, mais ça permet à l'entrepreneur d'avoir qu'une seule personne sur cette table de capitalisation. Et on a également ce type de cas d'usage sur ce qu'on appelle des SPV, donc des clubs de business angels qui vont pouvoir en fait lever facilement de l'argent, récupérer un ensemble d'obligations en ce qui concerne typiquement les documents d'identité, etc. On est vraiment en mesure de digitaliser l'intégralité d'un process de souscription. Donc là-dessus, on est assez performant sur tout ce qui est opération de financement. Et je vois qu'en fait, il y avait une question de Romain sur. En fait, j'avais pas vu la seconde partie de la question. Savoir est-ce qu'une fois que le BSA ou le BSAR est exercé, est-ce qu'il devient éligible au PEA ou PEA-PME? Donc la réponse est non, parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir apporter de titre. Il faut l'inscrire dès le départ. En fait, on ne peut pas l'inscrire plus tard dans le temps. Ouais, malheureusement. C'est des enjeux qui ont déjà été remontés auprès de Bercy, mais ça prend du temps et je ne sais pas si ça aboutira un jour. Mais clairement, il y a beaucoup de gens qui regrettent ce point. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu le défaut du BSR, c'est que ce n'est pas éligible à la défiscalisation. Après, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est quand les investisseurs, et d'autant plus les business angels, sont des opérations capital risque, nous sur du très early stage,
Ce n'est pas la défiscalisation qui doit être le moteur, c'est vraiment la plus-value à long terme, parce que c'est tellement incertain et le multiple sont tellement importants que c'est la sortie de la boîte qui est vraiment le moteur de se dire, OK, même si la boîte a 1 an, je vais mettre 15 000 euros, mais potentiellement, je peux avoir un multiple exceptionnel derrière. Donc, il faut vraiment aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est qu'investir en start-up n'est pas forcément le meilleur levier pour défiscaliser, quoi. Oui, j'ai une petite question aussi. Quand on fait quand on utilise ces outils pour donner à ses collaborateurs, quelle est la part de capital généralement que vous observez qu'on donne aux collaborateurs pour les intéresser suffisamment à l'entreprise, mais tout en se gardant suffisamment de capital, notamment pour après faire des levées de fonds? Alors, ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, dans la logique, c'est que les BSPCE vont intervenir directement après la première levée de fonds. Pourquoi? Parce que simplement, quand vous faites votre première levée de fonds, c'est parce que vous avez besoin de cash et vous avez besoin de cash pour recruter. Et donc, quand vous allez recruter vos premières personnes, vous avez envie de les onboarder directement et que tout le monde ait du capital pour que tout le monde soit vraiment à fond. Les bonnes pratiques, c'est quoi? C'est post-première levée de fonds, on va dire, c'est de pouvoir lâcher au maximum 10%. On va dire entre 5 et 10%, d'avoir un pool entre 5 et 10% de BSPCE ou de BSPCE plus de BSA. C'est quelque chose de correct, en tout cas, pour un début de projet. Ensuite, les plans d'attribution ont tendance à être un peu rehaussés au fur et à mesure de l'évolution du projet, mais moins de 10%, ou en tout cas viser entre 5 et 10%, c'est quelque chose. Enfin, c'est une bonne pratique aujourd'hui sur le marché, quoi. Alors, encore peut-être. Vas-y, ouais. Je pose la question après. Sur les BSPCE, effectivement, c'est ça, c'est un pool entre 5 et 10%. Il faut le prévoir dans son opération de levée de fonds. Il faut faire accepter le principe de la mise en place d'un plan de BSPCE post-opération. Et après, sur la répartition aux différents salariés, une bonne pratique, c'est de se dire plus le salarié arrive tôt, quelque part dans le projet, plus il prend un risque. Et donc, a priori, d'essayer de pondérer ça pour regarder entre son salaire, sa rémunération et l'arrivée dans l'entreprise, pour lui donner un pourcentage en fait du pool de BSPCE. Et plus il arrivera tard, moins le pourcentage sera élevé en fonction de son salaire également. Mais ça, c'est un sujet qui est vraiment technique. On pourra faire un webinaire si ça intéresse ta communauté, vraiment dédié au BSPCE, parce que c'est un sujet à part entière. Oui, je pense que ce sera vraiment intéressant. On va attendre le retour des questionnaires, mais je pense que ça va être intéressant. J'ai encore une question de novice. On parle de pool de BSPCE. Ça veut dire que l'ensemble des collaborateurs, on va dédier par exemple, j'ai une bêtise, 10% pour les BSPCE, l'ensemble des collaborateurs ont ces 10%, ou alors est-ce qu'au fur et à mesure qu'on met des collaborateurs, ces 10% peuvent dépasser, on va au-delà des 10%? Est-ce que… Non, en fait, si tu veux, comment ça fonctionne, c'est que quand tu veux émettre un plan de BSPCE ou de BSA, tu vas faire accepter le principe de dilution à tes actionnaires. Et donc, en fait, tes actionnaires te donnent le droit, te donnent une délégation de compétences en tant que président, de pouvoir allouer 10% de ton capital ou 5% de ton capital au fur et à mesure du temps. Et donc, en fait, ton pool de 10%, tu l'as une fois. Donc, soit tu fais un pool uniquement parce que tu as 3 personnes et que tu vas allouer 100% de ton pool sur les 3 personnes. Soit tu dis, je vais prévoir un peu plus large, je vais demander 10%. Je vais prévoir un réservoir de 10%, il faut vraiment le voir comme un réservoir. Et ensuite, tu vas allouer en fait ton réservoir au fur et à mesure que tu as des nouveaux salariés qui arrivent. OK. Et en cas de licenciement, comment ça se passe? Alors, sur les BSPCE, c'est particulier parce qu'effectivement, une des conditions pour exercer ces BSPCE, c'est une condition de présence. Donc, c'est on va dire le maintien du contrat de travail. Donc, effectivement, quand tu quittes l'entreprise, tu perds ton droit à exercer les BSPCE. Encore une fois, c'est aménageable contractuellement, mais dans l'essence du BSPCE, on va dire qu'un chef d'entreprise n'a pas intérêt à ce qu'un salarié qui s'en va souhaite exercer ses BSPCE parce que ça n'aurait pas vraiment de sens. Le BSPCE, il est vraiment là pour venir récompenser les salariés qui sont là depuis plusieurs années si un jour l'entreprise est revendue. Ça leur permet de faire une plus-value et vraiment d'aligner les intérêts entre la plus-value effectuée par les fondateurs et celle par les salariés. Et nous, c'est pour ça que au-delà du mécanisme BSPCE, c'est vraiment quelque chose que l'on prône et que l'on prône auprès de toutes les startups qui utilisent notre solution. C'est un très, très beau mécanisme aussi de redistribution de richesse, de partage de capital, d'équité, de parité. Donc voilà,
c'est extrême. Voilà, au-delà du mécanisme juridique, c'est un mécanisme qui permet de porter de belles valeurs Oui, c'est d'accord. et qu'on incite vraiment des entrepreneurs à mettre en place quand ils font une opération d'augmentation de capital ou de BSR à la suite de l'opération. Ouais, mais c'est marrant parce que en préparant le webinaire, j'étais en train de revoir un peu toutes les ressources qu'on avait. Et c'est vrai que sur les chiffres, c'est assez parlant. Il y a plus de 75% des startups qui mettent en place des plans de BSPCE. Donc, c'est vraiment une bonne pratique. Ça permet également vraiment d'essayer d'inculquer une vraie culture d'entreprise, entre guillemets, de la performance, parce qu'au final, ça devient intéressant si la boîte est performante. Mais ça permet aussi vraiment d'ancrer un peu aussi de solidarité entre salariés et fondateurs et de se dire, OK, on vise tous le même objectif qui est qu'on explose tout, quoi. Je pense je ne sais pas si on a encore le temps. J'ai vu qu'il y avait encore des questions. Je ne sais pas si on a encore le temps, Laurent. Pour moi, moi j'ai l'impression, j'ai regardé un petit peu les questions des participants, j'ai l'impression qu'on abordait un petit peu l'ensemble. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En termes de temps, pour moi, on est, on est bon. Je te laisse mettre. Dis-moi, je crois que tu vois mieux les questions que moi. Mais écoute, j'ai vu une question sur comment trouver ces investisseurs. Alors, je vais pas rentrer dans le détail parce que ça, pareil, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire presque à part entière. Mais pour donner deux, trois tips quand on veut lever des fonds, et qu'on veut chercher des investisseurs, il faut essayer de s'entourer, surtout au début de vie d'entreprise, il faut essayer de s'entourer de personnes qui vont apporter du capital, mais qui vont aussi apporter de l'intelligence. On appelle ça les business angels. Et pour trouver des business angels, soit il faut les chercher soi-même, c'est-à-dire faire une segmentation en se disant bah, moi j'aimerais que telle personne investisse dans ma boîte. Soit il existe des clubs d'investisseurs qui peuvent vous aider à trouver des business angels. Et ça, si c'est un sujet pour certaines personnes qui assistent à ce webinaire, on peut en reparler après post-webinaire. Je pense aussi que sur le blog, j'ai beaucoup de questions sur le financement et j'essaie d'expliquer régulièrement que les investisseurs, ils sont intéressés par l'entreprise dès lors que le modèle économique est établi. C'est très difficile de trouver des investisseurs quand on est dans l'idée et quand on est encore dans le concept, quand on est en train de créer. Alors, en tant que créateur, et là, je pense que, enfin, Thibaut, tu dois me comprendre. Moi, je suis là. C'est très frustrant parce qu'on voit notre projet, on se dit on avance, on se dit on est en train d'aboutir, on sent les choses arriver, mais le modèle économique n'est pas établi. Donc, les investisseurs qui sont de l'autre côté, ils ont le sentiment de prendre un risque qui est très important. Dès lors que le modèle économique commence à naître, qu'il arrive, c'est quand même beaucoup plus facile. Il faut peut-être nous confirmer ou infirmer ce que je dis, mais en tout cas, c'est mon Mais ressenti. tu as raison, hein, c'est ça. Enfin, en tout cas, hormis cas exceptionnel, c'est vraiment ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où si vous n'avez pas encore été sur le marché, vous n'avez pas encore prouvé que ce que vous faites a de la valeur et les gens sont prêts à payer pour votre produit. Il y a des investisseurs qui peuvent y croire, mais c'est vrai qu'il y a tellement de projets qui cherchent à se financer que c'est très dur de tirer son épingle du jeu si vous n'avez pas encore prouvé que votre modèle marche, quoi. Ce qui est en réalité compréhensible, hein. Après, si vous êtes sur des marchés de niche, ce serait peut-être un conseil qu'on peut donner, c'est que si vous êtes sur des marchés de niche ou des trucs très précis, essayez vraiment de cibler des investisseurs qui comprennent ce que vous faites. Nous, ça a été le cas sur la partie blockchain notamment. On était vraiment en tout début de projet, mais les mecs connaissaient le marché, connaissaient les opportunités et ont compris ce qu'on essayait de faire. Et on n'avait pas encore lancé le produit, mais vu qu'on parlait à des gens qui étaient experts sur ce marché-là et qui avaient compris la valeur de ce qu'on essayait de faire, se sont dit oui, ok, moi j'y crois à votre histoire. Il y a un côté un peu irrationnel dans la levée de fonds, c'est vraiment est-ce que vous arrivez à convaincre des gens, à leur vendre votre histoire. Si on veut revenir un peu juste sur le critère de décision d'un business angel sur du early stage, c'est principalement, avant toute chose, il y a le projet, bien évidemment. Est-ce que le projet me parle? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il crée de la valeur? Est-ce qu'il résout un vrai problème? Ça, c'est des questions évidentes. Mais au-delà de ça, il y a aussi, est-ce que l'équipe que j'ai en face de moi m'inspire confiance? Est-ce que l'équipe est assez solide pour pouvoir, au cours des prochaines années, développer le projet et répondre aux ambitions qu'elle annonce? Ça, très clairement, les enjeux… c'est très humain, hein. Peut-être un peu moins dans les tours de financement après, mais sur du site, c'est vraiment très, très humain parce que
En gros, c'est une question de confiance. Est-ce que vous êtes prêt à me suivre? Ça va être risqué. On est en tout début de projet, c'est très incertain. Mais en tout cas, nous, on est à fond. On va donner toute l'énergie qu'on a. On a les compétences. Enfin, voilà. C'est vraiment une discussion qui s'établit. C'est pour ça que la recherche d'investisseurs, en fait, très souvent, elle est peut-être un peu… Il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai pas réussi à lever de fonds », mais il y a un vrai travail préparatoire avant même de s'adresser au business angel, que ce soit sur ce qu'on appelle le deck, hein, les documents préparatoires de la startup, mais aussi sur le type d'investisseur que vous allez contacter. C'est un peu comme la prospection commerciale. Au plus vous ciblez votre fichier de prospection, au plus vous avez de chances d'avoir un écho, quoi. Avec les business angels, c'est pareil, quoi. Il faut vraiment cibler des gens qui sont sur votre secteur d'activité, qui connaissent ce que vous faites. Je pense aussi qu'il y a une chose qui peut aider énormément, c'est de se faire accompagner par des personnes qui sont passées par des créateurs de start-up ou des personnes qui sont passées par du financement. Ils ont des habitudes, ils ont une certaine exigence. Tu parlais des documents préparatoires, ils savent comment on les rédige, ils savent ce qu'il faut dire, ils savent parler aux investisseurs, ils ont échangé, ils se sont pris, généralement, ils se sont pris ils se sont pris des plâtres, hein, pour être clair. En tout cas, c'est mon cas. Et donc, du coup, il y a vraiment une manière d'aller échanger et se faire accompagner, trouver quelqu'un qui fait ça, ça me paraît être une bonne démarche. Ah ouais, très clairement. Aujourd'hui, on a la chance qu'il y ait quand même de plus en plus de structures d'accompagnement. Et très clairement, c'est vrai que les incubateurs, nous, on est passé par beaucoup d'incubateurs. Et ben, c'est des ressources qui sont hyper intéressantes, hein. Et notamment, nous, on a trouvé nos premiers investisseurs à Aura Technologies. Mais au-delà de trouver du financement dans les incubateurs, vous allez avoir trouvé des gens qui ont déjà expérimenter l'entrepreneuriat. Donc, vous avez énormément de ressources à disposition, des gens qui vont vous challenger sur votre modèle, sur votre produit, sur les problématiques que vous essayez de résoudre. Et clairement, quand vous êtes bien accompagné, vous allez beaucoup plus loin. Parce que souvent, au bout d'un moment, quand on entreprend et qu'on est tout seul et qu'on n'a pas suffisamment de personnes autour de nous, on a un peu la tête dans le guidon. Et ça peut être dangereux parce qu'il faut toujours sans arrêt être challengé. Et c'est comme ça vraiment qu'on va prendre du recul, se dire « Ok, bon, moi j'essaie de faire ça, mais en réalité, le marché il est peut-être un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. » Et c'est vraiment en confrontant toujours les idées qu'on peut bien avancer là-dessus. Et ça, c'est vraiment des sujets qui sont clés quand vous abordez les discussions avec des investisseurs. C'est que si vous n'êtes pas prêt à vous faire challenger ou si vous n'avez pas anticipé des questions qu'on va pouvoir vous poser, c'est mort, quoi. Mais ça, on est passé par le même incubateur, je confirme. C'est un sujet qui pourrait être abordé s'il y a une volonté de ta communauté, Laurent, sur comment réussir sa première levée de fonds, par exemple, avec justement comment se préparer, quelles sont les choses qui vont être regardées, négociées. On peut tout à fait refaire un webinaire à part entière sur ce sujet-là parce qu'il n'est pas trop d'une heure pour parler de tous ces sujets. Je suis d'accord. Très bien. Je vois qu'on nous dit que c'est une bonne idée, on va mettre ça en place. On a un petit peu dépassé le temps, mais merci beaucoup, Laurent. Merci à tous les deux. Merci à tous les participants aussi. En tous les cas, pour moi, c'est le premier. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui nous écoute. Voilà, je pense qu'on pourra reprendre date prochainement. Et donc, ce webinaire est enregistré. Il sera mis à disposition sur le site de Blockpulse. Il sera mis à disposition sur le site du blog du dirigeant et notamment sur notre chaîne YouTube. Voilà, il me reste à vous remercier et puis vous dire à bientôt. Ouais. Merci à tous et merci beaucoup, Laurent. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Et merci à Camilo derrière aussi. Et merci à Camilo qui est en coulisses, exactement. Exactement. Demain de maître. Et chez le blog du dirigeant, à Marie, qui a bien travaillé aussi Laurent, il y a une question qui demande ta chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, donc elle est sur le blog du dirigeant. Il faut aller voir les vidéos quand c'est sur le blog du dirigeant. Alors, je l'ai pas. Là, on prend de cours. À la rigueur, s'il veut avoir l'adresse, il peut aller sur le blog du dirigeant, me poser la question en commentaire ou sur la page contact. Je lui répondrai en direct. Il faut savoir que je réponds à toutes les questions sur le blog du dirigeant. Et si on veut vous interroger, ils peuvent utiliser les commentaires. Vous êtes présent sur pas mal d'articles du blog du dirigeant. Hein, donc, ils posent des commentaires, je ferai suivre ou sur Blogpulse directement, hein, bien évidemment, sur votre site. Oui, je que si effectivement il y a des problématiques spécifiques d'opération,
nous, on est à la disposition de tous les participants pour en parler hors webinaire. Donc, tu feras le lien, Laurent, évidemment, mais voilà, on est à la disposition de tous les participants. Tout à fait. Et je vois que Camilo a mis le lien, de la chaîne. Donc, super. Merci, Camilo. À très bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée.